historique dans lequel on est, avant d'examiner les choix cruciaux qui s'imposent à nous. Sur ce moment historique, on l'a abordé de manière assez transversale dans tous les groupes. On est aujourd'hui dans une période de clair-obscur. Benoît, qui est un grand amateur de Gramsci, cite toujours que c'est dans ce moment de clair-obscur où peuvent surgir des monstres. Il y a un monde qui est en train de disparaître, un autre qui est en train d'apparaître, et on est dans la confrontation entre ces deux mondes. Cette confrontation, elle naît d'une révolution, une révolution industrielle, scientifique, technologique, de la connaissance, et aussi humaine, qui est la révolution numérique. Moi, je la situe après deux autres grandes révolutions de la connaissance. La première, c'est l'invention de l'écriture, qui a permis l'apparition du contrat, qui a permis l'apparition de la propriété, qui a permis l'apparition du droit, et la stabilisation des rapports humains, et aussi de la littérature pour pouvoir raconter les mythes et pour pouvoir raconter l'histoire. La deuxième invention, ça a été pour moi l'invention du livre imprimé, qui a été le vecteur de la Renaissance, qui a été le vecteur de l'apparition de l'idée de liberté individuelle dans l'Europe occidentale. Et sans le livre imprimé, Luther n'existe pas. Sans le livre imprimé, Luther ne diffuse pas cette idée dans toute l'Europe, que chaque individu peut lire la Bible lui-même, sans dogme, et sans le truchement du dogme vatican. Et on est dans ce moment où on a un choix à faire. Aujourd'hui, avec le numérique. Le numérique, c'est une nouvelle phase de l'humanité où on remet une partie de notre intelligence à la machine. On remet une partie de notre intelligence à des ordinateurs qui pensent pour nous, pour une partie, qui stockent notre mémoire et qui nous aident dans nos gestes de la vie quotidienne. Et on est au début de cette révolution. Et on est dans ce moment où il faut faire des choix qui sont cruciaux. Soit on est capable de faire une renaissance, comme dans le Quattrocento italien, est capable de faire une formidable explosion des arts, de la culture, du savoir, de la science, des découvertes fondamentales qui permettent d'aller dans le mieux de l'humanité. Soit on rentre dans cette période de repli sur soi, de peur, de crainte de l'autre, et finalement de rigidification de la société. Ça a donné, dans cette époque-là, les guerres de religion. La Saint-Barthélemy en est un exemple. Et ça a conduit petit à petit de fil en aiguille parce qu'on n'était pas dans la confiance, parce que ni l'Église catholique, ni le pouvoir royal ne voulaient céder une once de pouvoir. Ça a conduit à une forme de rigidification qui a amené la monarchie absolue de droit divin avec son apogée sous Louis XIV, qui a été sans doute peut-être le point clé pour faire basculer dans le siècle des Lumières et amener une nouvelle théorie de la liberté qui trouve, elle, son apogée avec Kant et l'apparition du libre arbitre comme paradigme philosophique. Et aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, ce paradigme du libre arbitre peut disparaître. Il peut disparaître très vite, sans qu'on s'en aperçoive. Toutes les lois sécuritaires qu'on a votées contre le terrorisme, qui enfreignent nos libertés, notre incapacité à réguler les GAFA, comme ça a été évoqué tout à l'heure, font que petit à petit, on remet notre libre arbitre entre les mains de l'État pour ce qui est de la sécurité, et des GAFA pour penser à notre place, par le biais des algorithmes, au profit du confort, de la rapidité et de l'universalité de l'accès, pour optimiser finalement un temps de vie qui est déterminé et qu'on va essayer de passer le mieux possible dans un modèle qui, selon les GAFA, est celui de l'entertainment. C'est-à-dire, on va vous faire votre vie va être un loisir constant. Et là-dedans, on oublie la pensée, on oublie l'humanité, on oublie le vivre ensemble, on oublie ce sujet fondamental de l'économie. Et c'est là qu'interviennent ces choix cruciaux. Et on est dans ce moment particulier de cette révolution industrielle où on a des choix politiques à faire qui sont extrêmement importants parce que de ces choix-là, soit on bascule dans la rigidité, soit on bascule dans la renaissance et dans l'émancipation. Et cette présidentielle-là, ces questions-là, elles sont totalement occultées aujourd'hui, parce qu'on est focalisé tantôt sur les affaires de Fillon, tantôt sur les sondages, tantôt sur les ralliements autour de sa transcendance. Moi, je l'appelle comme ça, parce que je n'aime pas prononcer son nom. Mais on ne parle pas de cette question de fond, qui est dans quelle philosophie politique voulons-nous vivre, dans quel pays, dans quelle démocratie voulons-nous vivre. Et il y a une question fondamentale que posent aujourd'hui les GAFA. C'est la démocratie est-elle encore possible ? On
taux d'abstention. Et ce soir, dans le travail collectif qui a été fait, on a bien réabordé ces choix cruciaux. D'abord, celui de la transition numérique, je ne reviens pas sur cette question fondamentale du libre arbitre. Moi, je crois qu'on a un enjeu majeur sur la préservation du libre arbitre. C'est toute une conception de l'humanité qui est en train de vaciller si on n'y prend pas garde. On doit être des veilleurs. C'est notre rôle, nous, à gauche, de veiller à ça et d'être des penseurs du libre arbitre dans une société dirigée par des algorithmes. Le deuxième, c'était l'urgence démocratique. Je vais revenir 2 secondes. Les GAFA portent atteinte à l'état de droit. Les GAFA considèrent que l'État est une anomalie. Le PDG de Google dit que la vie privée est une anomalie. Le PDG de Google dit que la démocratie, ça ne sert à rien et qu'un algorithme peut mieux gérer un État qu'un homme politique. C'est ça la société qui nous est préparée. Cette urgence démocratique, elle est nécessaire. C'est le premier axe posé par Benoît. Le deuxième axe, c'est l'urgence sociale. On le voit, il y a aujourd'hui une véritable colère. Jamais la répartition des richesses a été aussi injuste. L'année dernière, la rémunération des PDG du CAC 40 a augmenté de 16%. On a sacrifié, moi je n'ai pas honte de le dire tel quel, on a sacrifié 40 milliards d'euros du budget de l'État pour faire le CICE sans contrepartie. Sans contrepartie. Ça n'est pas allé dans l'investissement, c'est allé d'abord dans la rémunération des dividendes. Et M. Gattaz, qui est aujourd'hui pointé par Benoît Hamon, s'était engagé à créer 1 million d'emplois pendant un petit moment, un petit pins qu'il a très vite effacé. On est péniblement à 200 000 créés. Et à 200 000 créés d'abord pour une raison simple. C'est qu'on est en période de transition démographique et on est sur 2016-2017, les 2 premières années où les générations du baby-boom partent à la retraite et où les sortants du marché du travail sont plus nombreux que les entrants. Donc, de facto, il y a un effet mécanique sur le marché du travail. Donc, on a bousillé la croissance, on a bousillé la capacité à créer plus de croissance pendant ce quinquennat avec un CICE sans contrepartie. Et moi, je le regrette, ça fait partie des échecs de ce quinquennat. C'est une des raisons pour lesquelles on a aujourd'hui cette urgence sociale qui nous est posée. Cette montée de l'extrémisme, de droite comme de gauche, dans une volonté d'avoir une solution radicale et une volonté de renverser la table. Benoît propose des solutions, vous les avez abordées tout à l'heure. Troisième pilier, c'est l'urgence climatique. On ne négocie pas avec la planète. On ne négocie pas avec les ressources naturelles. Et on est dans une situation aujourd'hui où les bouleversements s'amplifient. On a des épisodes climatiques qui sont de plus en plus brutaux, de plus en plus rapides, de plus en plus violents. Et ce qu'on connaît aujourd'hui avec les réfugiés syriens, avec les réfugiés d'Afrique, qui sont plutôt des réfugiés de nature politique, nés de guerre, va s'amplifier dans les années qui viennent sur la question des réfugiés climatiques. La montée des eaux de 80 cm d'ici 2050 va créer 1 milliard de réfugiés climatiques. Comment on les nourrit? Comment on les accueille? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'ils sont citoyens du monde? Est-ce qu'ils sont citoyens du pays où ils arrivent? Cette question-là, elle est fondamentale et c'est pour ça qu'on ne peut plus transiger et on ne peut plus vivre à crédit de la planète. Et moi, je suis heureux qu'il y ait eu cette grande alliance entre les écologistes et les socialistes. Je suis heureux aussi qu'il y ait eu une véritable conversion des socialistes à la social-écologie, selon le terme approprié, et que ça devienne un réflexe collectif, et que ça devienne le centre de notre projet, parce qu'il y a là de la matière à faire de la politique, il y a là de la matière à créer de l'innovation, il y a là de la matière à créer de l'humain, il y a là de la matière à créer de la solidarité, et aussi peut-être de la croissance avec des nouvelles activités, des nouveaux brevets, des nouvelles innovations. Et on a une économie à la fois de la transition énergétique, mais aussi une économie de l'environnement à créer ensemble. Et je me félicite qu'on puisse poser ces questions-là. En conclusion, je voudrais vous dire une chose. On est combien aujourd'hui? 11. On est à 12 jours du premier tour. On a, dans cette élection, un pouvoir fondamental qui est celui de voter. Voter, c'est un acte de choix libre. On consent librement et individuellement à se débarrasser d'une partie de notre souveraineté pour la confier à un individu qui sera président de la République pendant 5 ans. Ce choix doit se faire de manière libre. Il ne doit être occulté par aucun sondage, par aucune pression de quelconque nature que ce soit, en disant il y aurait un danger du Front National, il y a une nécessité à se rassembler
derrière un candidat qui fait consensus, mais un consensus d'abord pour les banques, d'abord pour la finance, d'abord pour les patrons, d'abord, excusez-moi l'expression, pour les vieux schnocks de la politique qui prétendent rénover alors qu'ils sont dans le paysage pour certains depuis 40 ans, pardon pour Daniel Cohn-Bendit, mais pardon aussi pour François Bayrou, pour Gérard Collomb, pour... Tu peux y aller. On peut y aller, on peut tous les citer, mais moi je vais caricaturer en une formule, mais Emmanuel Macron c'est une maman et 38 papas. C'est un aréopage de vieillards qui, dans 3 mois, s'il est élu, viendront tous pleurer dans leurs anciens partis en disant « il nous a bernés, on n'a rien eu ». Oui, ils n'auront rien. Ils n'auront rien parce que dans la théorie du pouvoir politique d'Emmanuel Macron, il n'y en a qu'un seul, c'est lui. Il n'y aura pas de surprise à attendre. Il n'y aura pas de surprise à attendre. Et nous sommes aujourd'hui dos au mur parce qu'il n'y aura pas d'accord électoral non plus entre nos formations politiques et lui. Il veut nous tuer. Il veut simplement faire exister son nouveau mouvement en marche, négocier avec personne, sinon avec lui-même, et derrière recomposer un paysage politique qui serait un nouveau bipartisme entre lui et le Front National. Et s'il échoue, ça veut dire que la prochaine fois, Bisounours ayant échoué, on aura le Front National. Et moi, je me refuse à casser le paysage politique, à casser le clivage, à casser le débat, à délégitimer le débat et la réflexion politique au profit d'un simplisme qui voudrait qu'il y ait d'un côté une forme d'oligarchie tenue par l'ENA et de l'autre les contestataires de cette oligarchie qui finiront tôt ou tard par triompher parce que ces recettes-là, on les connaît. Elles ont produit que de la désespérance, elles ont produit que de la pauvreté, elles ont produit que de la précarité et de la dégradation de l'environnement. Et à la fin des fins, on a la montée des extrêmes. Les pays qui ont expérimenté ces politiques-là, que ce soit les États-Unis, ils ont Trump aujourd'hui, les Anglais, ils ont le Brexit. On a failli passer en Autriche avec un néo-nazi au pouvoir. Aux Pays-Bas, on est passé pas loin non plus de la catastrophe. Donc on sait ce que ça produit. Donc le choix, il doit être clair. Et moi, je pense que ce moment, il est crucial pour la démocratie. Il est crucial pour la démocratie. Alors je voudrais simplement vous rappeler cette formule d'Étienne de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Voilà l'enjeu de cette élection. Voilà l'enjeu de cette élection pour nous. C'est de conserver notre souveraineté, la souveraineté populaire, et que chacun consente à donner sa parcelle de souveraineté de manière éclairée, d'abord à un projet avant un individu, d'abord un collectif avant un individu. Il nous reste donc 12 jours. 12 jours pour faire campagne, pour convaincre. Je sais qu'un certain nombre d'entre nous sont sur le terrain. Je pense que chacun d'entre vous, au travail, avec ses amis, avec sa famille, fait aussi campagne. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas regarder les sondages. Je termine aussi par cet auteur que j'ai appris à connaître avec Benoît Hamon quand je suis rentré au MJS il y a 20 ans, qui était Sun Tzu. Le président du MJS de l'époque m'a dit « Est-ce que tu as lu L'Art de la guerre de Sun Tzu ?» J'ai dit « Non. » Lis L'Art de la guerre de Sun Tzu, et quand tu as lu L'Art de la guerre, relis L'Art de la guerre. Et quand tu as relu L'Art de la guerre, relis et relis L'Art de la guerre. Et Sun Tzu dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. » Merci.